Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 7 octobre 2023. 7 octobre, ça c'est le moment du tournage. Je ne sais pas à quel moment j'aurai fini le montage. Oui, parce que c'est le week-end. Et aussi fou que ça puisse paraître, j'ai aussi des fois, je dis bien des fois, d'autres choses à faire durant le week-end. Anyway, peu importe. En tous les cas, on va parler finance. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine dans les marchés financiers. Ça a été une semaine assez spectaculaire, encore une fois, avec un retour un peu en avant de la vol. On reparle beaucoup, bien évidemment, du sujet de l'emploi et des craintes par rapport à l'inflation. Craintes par rapport à l'inflation qui seront, on va dire, confirmées ou infirmées la semaine prochaine. Heureusement, on a eu droit à un retour du pétrole parce que destruction de la demande qui a changé pas mal de choses aussi et qui a rassuré un tout petit peu les investisseurs. Et puis des chiffres de l'emploi qui montrent que ça cartonne toujours pas mal. Et puis finalement, eh bien, on arrive à se retourner, on a réussi à se retourner vendredi en mode presque miracle, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde les fondamentaux et la réalité économique, on a quand même l'impression qu'on se raccroche à pas grand-chose. Mais néanmoins, reversal assez impressionnant en fin de semaine. Est-ce que la semaine qui nous attend va représenter la suite de ce qu'on a déjà vécu? Le suspense est comme d'habitude dans les marchés financiers, totalement insoutenable. 336 000 postes créés durant le mois de septembre, c'est le chiffre qu'il faut donc retenir sur la semaine dernière. Chiffre quasiment impressionnant, donc encore une fois impressionnant parce qu'on s'est totalement vautré sur les prévisions. On attendait 170 000, donc on est loin de la réalité. On avait déjà été très loin de la réalité dans les chiffres des JOLTS en début de semaine, donc on voit quand même que l'emploi en tout cas montre une forme assez resplendissante. Et puis surtout, on a aussi corrigé les chiffres du mois précédent. Les chiffres du mois d'août ont ici aussi été révisés à la hausse parce qu'ils étaient mal calculés. Donc encore une fois, on a pris des décisions d'investissement le mois dernier sur les chiffres des non-farm payroll en se disant bah c'est les chiffres. Bah non, en fait, c'était pas les chiffres. Ils ont été corrigés à la hausse, bien sûr. Donc là aussi, on voit que finalement le marché de l'emploi ne ralentit pas et que finalement ça continue à aller dans la bonne direction, en tous les cas pour l'emploi, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais ce qui pourrait à terme, je dis bien à terme, pas forcément plaire au marché. Alors ce qui a été impressionnant, surtout la semaine dernière, c'est la réaction du marché. Vous avez les analystes qui attendent 170 000 créations d'emplois. On n'aimerait pas que ce soit trop fort parce qu'on se dit que ça voudrait dire qu'il y a des risques inflationnistes et ça sort à 336 000. Donc c'est clairement trop fort, donc c'est clairement risque inflationniste. Le marché baisse sur la nouvelle. Et le marché rebondit comme en 40, simplement. Pourquoi? Parce qu'après réflexion, il semblerait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, il semblerait effectivement, ils se sont dit, ouais, peut-être le problème n'est pas là. Le problème, il réside dans un seul endroit, dans le fait que les jobs qui ont été créés, c'est des jobs qui sont mal payés. Donc c'est pas des jobs d'avocats, c'est pas des jobs de notaires, c'est pas des jobs de traders de haute voltige, c'est pas des jobs de hedge fund manager. C'est des jobs de garçons de café, etc. Donc des des low income jobs, comme on dit aux États-Unis. Ce qui veut dire que si vous créez beaucoup d'emplois avec des salaires tout petits, bah, c'est pas eux qui vont faire monter l'inflation. Donc du coup, on était rassurés et ça justifiait bien un rebond de fin de semaine sur le marché américain. Donc on le verra tout à l'heure sur le point graphique, on est allé chercher des points relativement bas, donc ça justifiait un petit peu le rebond aussi. On voit aussi que l'indice de peur est monté très très haut, on voit aussi que la volatilité a bien rebondi. Donc du coup, plus les gens étaient inquiets, plus on se disait bah on arrive quelque part proche du fond. Alors est-ce que le fond on l'a fait maintenant ou est-ce qu'on va faire juste ce qu'on appelle un dead cat bounce et se refaire un nettoyage encore une fois plus bas avant de pouvoir vraiment commencer à reconstruire? C'est la question qu'on va devoir se poser ces prochains temps d'un point de vue purement technique. Par contre, là où on se demande effectivement où on en est maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut continuer à jouer le rebond pendant 2-3 jours avant que ça s'étouffe, que ça s'arrête. Ça, c'est la grande question à laquelle les traders vont devoir répondre ces prochaines heures parce que ce sera le challenge de la semaine qui nous attend, challenge qui sera d'ailleurs meublé par les publications de l'inflation, les vraies publications de l'inflation, le CPI. Et comme le baril entre deux s'est fait péter la figure et est bien revenu en arrière, parce qu'on s'est dit oui mais c'est plus la problématique des inventaires qui sont bas, c'est plus la problématique que la demande est très forte, c'est que la demande risque, je dis bien risque, pourrait éventuellement peut-être réduire si, et je dis bien si, eh bien c'est trop cher. Donc les gens, si ça devient trop cher, on a déjà parlé la semaine dernière dans le Morning Bull de la destruction de la demande, ça voudrait dire que si tout d'un coup c'est trop cher, eh ben vous achetez plus, ou vous achetez moins. Et donc si vous achetez plus ou si vous achetez moins, bah forcément, par effet boule de neige,
les prix du baril vont gentiment baisser. Et c'est ce qu'on anticipe parce que devant l'éternel, nous les investisseurs, les traders, les gestions de fonds, les gestionnaires de fonds et les banquiers, tout le monde pense qu'on anticipe beaucoup ce qui va se passer parce qu'on est des visionnaires. Donc en gros, s'il faut juste résumer une chose de la semaine, c'est que pour l'instant, eh bien, on craint quand même que l'emploi soit trop fort, puisse déclencher des risques inflationnistes. Et puis, en fin de semaine, même si les marchés retournaient leur veste relativement bien pour s'en sortir relativement bien, eh bien, ce qu'il faudra aussi souligner, et j'ai envie de dire retenir, c'est que durant cette période-là, eh bien, on commence à se poser des questions au niveau de l'inflation. Bien sûr, on commence à se poser des questions au niveau de l'inflation parce que si ça continue à monter, et surtout si ça ne baisse pas assez, eh bien, on connaît la théorie des banquiers centraux qui l'ont répété quand même maintes et maintes fois la semaine dernière. Les gars, si ça continue comme ça, on va devoir encore augmenter les taux pour vraiment réussir à la stopper une fois pour toute cette inflation. Et sans ça, ce sera un problème. Et donc du coup, ça, on n'est pas trop fan. Qui dit inflation, qui dit hausse des taux, dit aussi risque à terme potentiellement de récession. Et ça, on en parle un tout petit peu plus qu'avant. On a quand même eu pas mal de voix qui sont venues durant la semaine, durant la phase baissière de la semaine, on va dire jusqu'à jeudi soir, nous dire « Attention !» On va s'en prendre une, la récession arrive, c'est la fin du monde qui est proche. Hein. On a entendu typiquement les gars de chez JP Morgan, M. Kolanovich, le stratégiste général, qui disait qu'on allait se la prendre, que lui, il réduisait ses positions pour aller chercher un moins 20% sur les marchés. Et comme par hasard, le lendemain, il a rebondi. Comme par hasard aussi, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo, il y avait Crash dans le titre. Et quand vous mettez une vidéo sur YouTube avec Crash dans le titre, tout d'un coup, vous avez 30% de views en plus, de gens qui regardent la vidéo en plus. Et ça aussi, c'est des signes comme quoi on va en tout cas à court terme faire des bottoms. Est-ce que le bottom de vendredi dernier est un bottom à court terme ou c'est quelque chose de plus solide? Ça, il va falloir attendre la fin des chiffres de l'inflation et probablement le meeting de la Fed à la fin du mois d'octobre. Et puisqu'on parle d'inflation, j'aimerais juste signaler 2-3 choses. Hein. Prenez par exemple, vous avez un truc qui est assez fou en ce moment, c'est le prix du jus d'orange. Si vous regardez le graphique à l'instant, eh bien, vous verrez que le jus d'orange aujourd'hui, eh bien, il a pris tout simplement quasiment 300% depuis l'époque du mois de 2020, hein, depuis le début, la fin de la crise du Covid. Vous avez le même graphique derrière qui arrive avec le live cattle et le sucre ensuite. Et donc, vous voyez, tout ça représente quand même des performances de plus de 100% sur quelques années. Alors, vous me direz, oui, d'accord, c'est que du sucre et puis de la viande. Mais on en mange quand même relativement tous les jours, sachant que le sucre, on le retrouve à peu près dans une grande partie des aliments. Ce qui font qu'aujourd'hui, eh bien, tout ça se ressent sur le prix à la consommation et sur l'inflation directe. Pas celle qu'on vous montre dans le CPI ou dans le PCE, mais dans l'inflation directe. Et donc ça, il faut faire très attention, sans oublier que ça, c'est pas coté en bourse, mais l'huile d'olive est en hausse de 130% sur 2 ans. D'ailleurs, j'ai 2 bidons de 5 litres si jamais quelqu'un est intéressé. En Suisse, on a publié les chiffres des ventes de détail. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les ventes de détail sont en léger recul par rapport à l'année passée, moins 0,2%. Enfin, on baisse de 0,2% par rapport au chiffre de l'année passée. Il y a un ralentissement un peu plus marqué dans le chiffre du tertiaire. Mais l'un dans l'autre, quelques variations saisonnières, mais pas grand-chose à ajouter de plus sur ce qui est de la Suisse. Par contre, on peut aussi rebondir sur l'inflation. Hein, sur un an, elle a été annoncée à 1,7% pour la fin du mois de septembre, alors qu'on était à 1,6% à la fin du mois d'août. Bref, en gros, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, même si la BNS, la Banque Centrale Suisse, continue de dire que potentiellement, elle est prête encore à monter les taux pour être sûre que cette inflation, non seulement ne va pas retourner en dessous des 2%, puisqu'on y est déjà, mais ce qu'elle veut surtout, c'est qu'elle fasse pas mine de remonter en direction des 2%. Les performances de la semaine pour faire court, plus 3,46% sur le Bitcoin, c'est lui qui est en tête, avec derrière le pétrole qui, comme je vous le disais avant, a perdu 8,79% durant la semaine. Donc grosse prise de profit sur le baril, mais surtout crainte de la destruction de la demande du côté du baril. De l'autre côté, par contre, eh bien, on voit que finalement les techs ont retrouvé un peu de couleur en fin de semaine, avec un rebond de 1,6% sur le Nasdaq, suivi de 1,19% sur les semi-conducteurs. Le S&P s'en sort par les poils avec une hausse de 0,48%. La Chine ne fait rien parce qu'ils étaient fermés. Le Dow Jones est en baisse de 0,3% sur la semaine. Et puis en Europe, eh ben, on est tous un peu dans le rouge. Moins 1% par-ci par-là. La Suisse, moins 15% qui termine en dessous de sa tendance haussière malgré un rebond en fin de semaine. Ça, c'est des trucs sur lesquels on peut s'inquiéter quand même ces prochains temps. Et puis autrement, repli assez massif sur le Nikkei. Mais vu la performance de ces derniers temps, c'est pas très grave. Et puis autrement, eh bien, on notera que l'or perd encore 1%. Enfin, l'or, il est complètement déprimé. Ça, on n'en parle même plus. Les perfs du SMI, le JTech en hausse de 2,4% dans le sillage du reste des techs. ABB, Kuehne+Nagel, Lonza,
plus ou moins en hausse à cause de certains upgrades qui ont été faits malgré la perte des sous-performances ces derniers temps. Novartis en queue de peloton, Novartis qui était en tête du peloton la semaine dernière à l'avance en attendant la publication, enfin le spin-off de Sandoz, spin-off qui était mis en place mercredi. Donc du coup forcément, eh bien on a perdu une partie de la valeur de Novartis dans celle de Sandoz. Résultat 5,85% de baisse sur Novartis. Et autrement, le reste, eh bien, Nestlé aussi, qui perd 3,3%. Ça, on y reviendra en fin de Swiss Bliss, parce que c'est quand même hyper drôle, la raison. Et nous voici donc au niveau du point technique du SMI. Alors, vous voyez le SMI, vous vous souvenez de notre magnifique tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis quasiment l'année passée, hein, avec des supports qui ont tenu ici, un autre support qui a tenu là, un autre qui a tenu là, et voilà. Ça a cassé, donc on a cassé la tendance haussière sur le SMI. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien on a fait un rebond relativement spectaculaire en fin de semaine qui nous permet d'avoir une forme de reversal ici. Maintenant, on a intérêt à revenir là-dedans assez rapidement parce que si on continue à escalader comme ça, on va repartir bien plus bas sur le SMI. Donc, méfiance quand même sur ce type de configuration technique sur l'indice. Le CAC 40, alors lui, toujours dans sa tendance descendante que l'on voit ici. On est allé la casser durant la semaine, mais là aussi, coup de bol, on revient dedans. Alors, c'est à moindre soulagement. On est toujours dans cette tendance baissière, mais on évite le risque d'aller chercher beaucoup plus bas et d'accélérer, entre guillemets, cette tendance d'un canal qui pourrait être comme ça et qui pourrait cette fois nous emmener dans une vraie correction. Donc pour l'instant, on s'en sort par les poils. C'est encore une relativement bonne nouvelle pour la fin de semaine sur le CAC 40, mais il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre, surtout que Total a un petit peu cotisé dans la baisse du pétrole. Notre ami le DAX a fait également un reversal en fin de semaine. Là, on est toujours dans la tendance baissière, hein, donc là, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Vous voyez très bien cette tendance qu'on peut même redessiner maintenant pour la faire passer plutôt par là. Et quand on fait un copier-coller pour avoir plus ou moins notre tendance, bien vous voyez que là aussi, hein, la tendance descendante est bien affirmée. Alors on peut évidemment rebondir sur le DAX et puis aller espérer rechercher le haut du canal, mais ça nous permettra même pas de revenir dans la moyenne mobile des 200 jours, par-dessus la moyenne mobile des 200 jours. Et puis surtout la semaine prochaine, préparez-vous parce qu'on va avoir une dead cross qui va se dessiner sur le DAX. Donc on espère vraiment que c'est pas juste un rebond à court terme qui va nous faire redescendre beaucoup plus bas ces prochains temps. Rapidement, le marché américain, là aussi, trend descendant qui est venu chercher, mais quelque chose d'assez impressionnant ici. Vraiment des points bas. La moyenne mobile des 200 jours a été tapée et c'est là qu'on a rebondi. C'est impressionnant parce que je discutais avec mon ami James du SAMT à Zurich, que vous pourrez trouver sur le site sam-org.ch, qui lui me montrait des points vraiment très précis à ces niveaux-là, avec ces fameuses vagues de Wolf, qui pourra à terme, je pense, vous en expliquer un peu plus à l'avenir dans ces futures formations. Mais en tous les cas, vraiment niveau impressionnant, retour impressionnant sur le S&P 500. On a vraiment touché des points bas absolument parfaits avant d'entamer la remontée, entre guillemets. Donc maintenant, on verra avec les premières publications des résultats la semaine prochaine, avec le CPI qui arrive, est-ce qu'on a la force de revenir chercher les hauts de ce range, ou est-ce qu'on va simplement faire un dead cat bounce avant de revenir? Ben ça aussi, hein, il faudra surveiller cette moyenne mobile de 200 jours et le support qu'on a derrière avant de savoir vraiment dans quelle direction on va. Les techs continuent avec le Nasdaq à être relativement bien positionné. On voit que pour l'instant, eh bien, on est dans un trend, on est resté sur notre trend le long terme, vous voyez, on a tapé dedans et on se reconstruit. On a un peu l'impression qu'on va de nouveau aller chercher le haut du range par rapport à ça, et après il faudra trouver la niaque pour aller chercher plus haut. Là, je pense que ce sera le destin des chiffres trimestriels. Le SOX, pareil. Alors le SOX, il est au milieu de nulle part, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance. Il s'est arrêté un peu là où il avait envie de s'arrêter. Et puis finalement, j'aurais préféré qu'on vienne clôturer les gaps qu'on a laissés ici en recherchant vraiment la moyenne mobile. Pour l'instant, ça ne veut pas. Ça me laisserait penser d'un point de vue mais vraiment basique, en me disant bah oui, on a tapé là, et puis ben on va se venir chercher la moyenne mobile des 50 jours, et puis après adieu vos vaches cochons, et on va rechercher cette moyenne des 200 jours dans un premier cas, dans un premier mouvement en tous les cas. Le Dow Jones, là aussi, il a rebondi par rapport à ce point dans la zone des 33 000, qui est plutôt
un rebond psychologique par rapport à un nombre psychologique. Donc là, on a bien rebondi à ce niveau-là, ça c'est plutôt encourageant, mais on n'est pas non plus sorti du bois. Et je termine avec le pétrole qui s'est fait décalquer, hein. Donc je reviens sur cette histoire de destruction de la demande, panique totale, plus personne ne va jamais faire le plein, on va tous acheter des voitures électriques. Disons qu'on a quand même un peu l'impression qu'on est en train de faire un pullback assez spectaculaire. Globalement, on peut envisager que le baril redescende à 77,50, mais par contre, je pense que dans la zone des 77,50, avec ce point bas dans la zone des 78,50 également, je pense qu'on a un rebond à jouer. Par contre, après, on en reparlera, mais c'est un peu tôt pour aborder le sujet. Si on vient chercher les 77,50, qu'on revient ici, à 84,5, il faudra faire attention à cette construction de Head and Shoulder qui est en train de se construire ici. Alors, je vais un peu loin, j'anticipe un peu, mais ça pourrait nous ramener le baril plus bas. Après, il faudra aussi que les fondamentaux soient avec nous, parce que pour l'instant, entre autres, avec le Hamas qui attaque Israël depuis ce week-end, on ne sait pas comment ça va tourner au niveau du Moyen-Orient. Ça pourrait toujours être un peu tendu pour le baril ces prochains temps. Dans les nouvelles en Suisse, eh bien, on retiendra pour commencer la nouvelle sur Basilea qui a été annoncée en début de semaine. Basilea qui est remonté un peu sur la nouvelle puisque l'annonce du médicament, enfin, ils ont obtenu un examen de la part de la FDA pour un de leurs médicaments qui s'appelle le Ceftobiprol, qui a pour but de lutter contre les pathologies bactériémie à staphylocoque doré, infection bactérienne aiguë de la peau et tissu mou, et pneumonie bactérienne nosocomiale. Voilà, que des trucs sympas, mais en tout cas, a priori, ils ont eu le droit de présenter et de faire évaluer leurs médicaments. Donc ça ne veut pas dire que c'était approuvé et ça ne veut pas dire que ça va générer des revenus, mais c'est une nouvelle positive pour Basilea. Alors Basilea qui, vous le voyez, a profité du rebond. Si on va juste zoomer dessus, on verra qu'on a profité du rebond dans cette zone ici, donc c'était en début de semaine, et puis après on a vomi avec le reste de la semaine pour aller chercher un point bas dans la zone des 39,50. Donc pour ceux qui sont très fervents de jouer les rebonds sur les supports, j'irais bien me positionner dans la zone des 40, 39, voilà, 40 balles. Éventuellement avec des ventes de put pour essayer de jouer le rebond. Par contre, effectivement, si on vient s'établir dans cette zone-là, il va pas falloir insister trop longtemps. Novartis s'est donc séparé de Sandoz. Ça fait longtemps qu'on y attendait. C'est pas une grande surprise, mais forcément, vous avez une partie de la société qui s'en va, donc il y a forcément des conséquences sur le titre. Mais comme les actionnaires en touchent un peu, ça compense de l'autre côté. Sandoz a été pricé à 24 francs suisses. C'est bien en dessous de ce qu'on attendait. On attendait une valorisation autour des 15-20 milliards. C'est sorti à 10 milliards, donc c'est pas youpi, tralala, zim boum, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Et puis pour l'instant, on attendait un prix entre 25 et 30 francs suisses, donc c'est une semi-déception pour l'action Sandoz pour ses premiers jours de trading qui ne s'est pas non plus comporté comme les actions qui ont été mises en IPO récemment aux États-Unis, bien que ce soit bien dégonflé derrière, mais en tous les cas, petite déception du côté de Sandoz. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Novartis terminait fortement en baisse sur la semaine. Donc néanmoins, ça ne change pas grand-chose pour Novartis qui revient sur les bas du range. Vous voyez quand même, j'avais tracé la semaine dernière, c'est cette flèche-là qui nous ramenait potentiellement sur la zone des 86. C'est exactement là où on s'est arrêté. Alors c'est un coup de bol, hein. C'est pas parce que je suis doué, c'est juste que c'est un coup de bol. On avait des points bas là, on est revenu exactement sur ce niveau-là. Donc clairement, là, tout de suite, si vous n'avez pas de Novartis dans votre portefeuille et que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir dans les marchés boursiers, je pense que c'est un truc à jouer pour essayer de repartir à la hausse. Ça ne va pas changer grand-chose à la performance fondamentale de Novartis, le fait qu'ils se soient séparés de Sandoz. Au contraire, ils ont encaissé un peu de cash, moins que ce qu'on attendait, mais ça reste plutôt pas mal. Geberit a tenu sa journée des investisseurs la semaine dernière également. Alors grosso modo, ils ont confirmé les objectifs pour 2023, ce qui est déjà pas mal. Surtout à 3 mois de la fin de l'année, c'est rassurant. Donc ils ont confirmé leurs objectifs. Ils s'attendent à un recul d'environ 5% au niveau des ventes en monnaie locale, alors qu'on avait perdu pratiquement 9,2% au premier semestre. Donc ça va un peu mieux dans cette seconde partie d'année. Et puis à moyen terme, eh bien, la société s'attend à une croissance organique de 4 à 6%. Et comme vous le voyez sur le graphique, eh ben, ça nous fait une belle jambe. Merci à la journée des investisseurs, mais on ne serait pas venu, ça n'aurait pas changé grand-chose sur notre semaine. Grosso modo, on voit que gentiment, Geberit se reconstruit avec un semblant de tendance haussière, avec un niveau de volatilité qui est
complètement déprimant. Il ne se passe pas grand-chose malgré l'annonce relativement encourageante qui a été faite cette semaine. Puisque l'on parle de volatilité, je vous fais quand même un tout petit détour par le VIX. Vous voyez donc cet indice qui représente bien entendu l'indice de la peur, la volatilité du marché potentiel. On a eu quand même un rebond assez spectaculaire depuis le 15 septembre, puisqu'on est passé 12,50 avec un top à 20, quasiment 21% de vol. Donc c'est un gros mouvement ces derniers temps par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Bon, alors comme vous voyez, on a connu mieux en termes de mouvement, mais si on revient sur ce qui s'est passé ces derniers temps, ben voilà, on a quand même eu une explosion de la vol. J'aime pas trop utiliser les moyennes mobiles sur l'indice de volatilité, mais comme vous voyez quand même que depuis le mois de décembre 2022, on a vraiment la vol qui continue de s'écraser alors qu'on traitait en moyenne autour de quelque chose comme 21-22%, on descend jusqu'à 12%. Aujourd'hui, on a un signal haussier qui est en train de se dessiner, un croisement des moyennes mobiles de nouveau. Ça voudrait dire que la vol a tendance à remonter gentiment et pourrait avoir tendance à revenir à des niveaux au-dessus des 20%, ce qui nous permettrait d'avoir peut-être un marché un tout petit peu moins ennuyé et ennuyant surtout par moment. Je vais terminer cette Swiss Bliss, une fois n'est pas coutume, avec une réflexion fondamentale sur l'amaigrissement. Alors, c'est pas parce que je suis en train de m'amaigrir, enfin si, j'ai commencé à arrêter de manger et puis à faire plus de sport, mais peu importe, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en ce moment, il y a une grande mode qui a débarqué aux États-Unis depuis quelques temps, eh bien, l'arrivée des drogues, enfin des médicaments contre l'obésité. Alors, il y a deux médicaments qui sont sortis, c'est le Wegovy qui vient de chez Novo Nordisk et l'Ozempic qui vient de chez Eli Lilly aux États-Unis. En gros, c'est des médicaments qui vous permettent de ralentir votre système digestif et de ralentir finalement tout ce processus, qui fait que vous avez moins envie de manger, vous avez moins faim et donc forcément vous ingérez moins de calories et à la fin vous fondez, vous perdez du poids. Alors le problème, c'est que la semaine dernière, on a quand même parlé de certains effets secondaires, il y a des études qui sont sorties, on a quand même vu que, évidemment, c'est pas la majorité, mais sur une très petite partie des gens qui ont pris ces médicaments, ils ont déjà des ralentissements complets, voire stoppés complets le principe de la digestion. Je ne fais pas un dessin, mais quand finalement tout votre système digestif, l'estomac et l'intestin ne fonctionnent plus, ça doit être quand même un tout petit peu compliqué. Je ne suis pas expert, mais ça doit être un tout petit peu plus compliqué. Donc, il y a quand même un peu 2-3 craintes qui viennent là-dessus, mais ça n'a pas vraiment impacté les actions. Par contre, là où ça a des conséquences qui sont un peu surprenantes, c'est sur les performances de Nestlé, par exemple, la semaine dernière. Alors, si vous regardez le graphique de Nestlé, eh bien, il a violemment lâché à la baisse durant la semaine dernière. Vous voyez d'où ça vient. On est quand même, on était quand même relativement stable, et puis on passe quand même de 108 en l'espace de 2 semaines à quasiment 98 au plus bas la semaine dernière. Alors je pourrais vous en montrer d'autres dans le secteur de l'agroalimentaire, de la bouffe et tout ce qui va autour. Pourquoi? Eh bien parce que il y a un mec de chez Walmart cette semaine qui a annoncé la gueule enfarinée qu'il avait constaté que depuis l'arrivée sur le marché de ces deux médicaments contre l'obésité, eh bien les gens avaient tendance, je dis les gens au sens général, les Américains obèses avaient tendance à moins aller acheter de bouffe dans les grands magasins parce qu'ils en avaient bien moins besoin. Donc vu la masse d'obésité aux États-Unis, eh bien tout le monde a fait un calcul assez basique en se disant ah bah voilà, c'est bon, les gens vont arrêter de manger, donc il faut tout vendre l'agroalimentaire. Donc du coup, on a quand même eu 2-3 seils sur le secteur, dont Nestlé, parce que la baisse de Nestlé est principalement due au fait effectivement qu'on s'autorise à penser que finalement les gens consommeraient moins de bouffe parce qu'ils prennent des médicaments contre l'obésité. J'ai pas envie de vous dire que ça me donne envie de me rouler par terre tellement c'est rigolo, parce qu'on n'a pas l'impression que les gens ils sont passés de manger à je mange plus du tout. Et on sait très bien que quand vous mangez plus du tout, bah, ça se finit jamais très très bien. Je suis pas expert là non plus, mais franchement c'est pas terrible de ce côté-là non plus. Donc on vit vraiment une époque formidable parce qu'au-delà de ces nouveaux médicaments qui sont peut-être bien pour certaines personnes qui en ont besoin pour avoir amélioré leur qualité de vie, je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui c'est devenu le monde financier s'est approprié la chose en se disant ah, je vais regarder où c'est qu'il y a des choses qui vont mal se passer. Donc on a eu déjà des commentaires qui sont venus régulièrement sur le secteur. La bouffe, il faut plus toucher parce que les gens vont arrêter de manger. Je schématise, bien sûr, mais c'est la réalité. Nestlé, les fabricants de céréales, tout ça, bah, on n'en veut plus parce qu'on va plus manger de choc à pic le matin, on n'aura plus faim, on n'aura plus envie. Et puis donc, du coup, eh bien, il y aura inévitablement une pression vendeuse dans tous les sens sur toutes ces boîtes-là. D'ailleurs, on entendait des rumeurs la semaine dernière comme quoi plusieurs fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement, avaient dégagé ces positions sur l'agroalimentaire type Nestlé parce que ça sent pas très bon. En revanche, et là où ça devient
presque hilarant, j'ai envie de dire, parce que on vit vraiment dans un monde merveilleux qu'est la finance. Certains analystes ont commencé à recommander les compagnies d'aviation à cause de ces deux médicaments. Hein. Donc, on se dit simplement, alors la réflexion est assez basique, hein, ils se sont dit, ben, si les gens commencent à perdre du poids, si vous multipliez le nombre de personnes aux États-Unis qui va perdre du poids, on va dire qu'ils perdent entre 10, 15 ou 20 kilos, allez, 20 kilos par personne, que ces personnes qui ont perdu du poids vont prendre l'avion ensuite, et bien du coup, quand vous remplissez un avion avec 300 personnes qui ont toutes perdu 20 kilos, eh bien forcément, à la fin, ça fait quand même beaucoup de kilos au moins à l'intérieur de l'avion. Donc si l'avion est moins lourd, du coup, il consomme moins d'essence. Donc du coup, c'est bon, c'est positif pour les compagnies aériennes. Il faut savoir qu'une variation de quelques kilos, enfin que quelques tonnes à l'intérieur d'un gros porteur, eh bien ça fait que l'avion consomme moins d'essence. Donc du coup, moins de coûts pour la compagnie. Moins de coûts, plus de bénéfices. Donc c'est génial. Bon, après, on pourra aller chercher plus loin. On va se dire aussi que finalement, bah, si les compagnies aériennes consomment moins d'essence, c'est mauvais pour le pétrole. Bref, comme vous le voyez, on ne se lasse jamais dans ce monde fabuleux qu'est le monde de la finance. Et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que des médicaments pour perdre du poids pourrait changer la face du monde, ou pas. Voilà, en gros, c'est ainsi que se termine cette semaine, ou plutôt que commence la nouvelle qui va arriver après-demain, lundi matin, puisque la semaine sera placée sous le signe du CPI, puis ensuite, en fin de semaine, on aura les publications trimestrielles des grosses banques, des méga banques, qui vont commencer à nous donner la tendance des chiffres de ce Q3 2023. Voilà. Moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir été avec moi ce week-end. Je vous remercie d'être là en général, tout le temps, parce que c'est un réel plaisir de se lever le matin et de faire ces vidéos et de voir l'enthousiasme que ça génère. Merci. C'est d'abord grâce à vous. Je vous encourage donc à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote. Et puis si c'est déjà fait, bah, parlez-en autour de vous, puisque si chacun qui est déjà abonné en parle à 3 personnes et qu'ils écoutent, et ben, ça veut dire qu'on sera rapidement à 100 000 personnes. Oui, je sais, on peut rêver. Enfin bref, ça me ferait plaisir. Mis à part ça, on se retrouve comme d'habitude lundi matin à la première heure pour faire un nouveau Morning Bull Live et pour lancer cette deuxième semaine du mois d'octobre. Très très bonne journée à tous. Bye bye.